Bonjour à tous. Cela vous arrive-t-il parfois de vous poser ces questions? Qu'est-ce que je consomme vraiment quand je prends ce produit? Est-ce qu'il peut y avoir des dangers pour ma santé? Pourquoi pourrais-je remplacer cette habitude alimentaire? Nous, on s'est posé ces questions, et c'est pour cela que nous avons décidé de vous apporter des réponses et des solutions à travers cette vidéo. Mais tout d'abord, nous allons remonter dans le temps. Depuis la domestication du feu, survenue il y a plus de 400 000 ans, qui a permis la cuisson des aliments, l'humanité a vécu 3 autres transitions nutritionnelles majeures. La première s'est produite il y a environ 12 000 ans, quand nos ancêtres chasseurs-cueilleurs sont devenus agriculteurs-éleveurs, marquant le passage du paléolithique au néolithique. L'être humain s'est alors mis à consommer de façon plus massive céréales, produits laitiers et viande d'élevage. La seconde transition correspond à la production des premiers aliments industriels au XVIIIe siècle, après l'invention de la machine à vapeur en Angleterre. Suite à la mise au point de l'apertisation en 1795, la conserve en devient l'emblème. L'arrivée des réfrigérateurs et des congélateurs au sein des foyers après la Seconde Guerre mondiale marque un renouveau dans notre utilisation de l'alimentation. Enfin, la troisième transition nutritionnelle a eu lieu dans les années 1980, avec le passage des aliments industriels aux aliments ultra-transformés. Cette étape traduit une artificialisation croissante de notre alimentation. Les aliments contiennent de plus en plus d'ingrédients ou d'additifs artificiels. Cette dernière transition est concomitante de l'explosion des prévalences de maladies chroniques et la stagnation, voire parfois la baisse, de l'espérance de vie en bonne santé, qui est aujourd'hui en moyenne de 63 ans en France. Si les 3 premières transitions nutritionnelles ont accompagné l'évolution de l'humanité, en mettant la technologie au service de l'aliment, la dernière reflète davantage une technologie au service du profit. L'humain n'est plus au centre, et l'aliment doit s'adapter aux contraintes de temps et de rentabilité. À force de produire toujours à des coûts plus bas, nous avons créé de plus en plus d'aliments artificialisés. Passons maintenant aux aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, il faut savoir que le terme d'aliments ultra transformés est né en 2009 au Brésil. Les aliments ultra transformés sont des aliments qui ont subi plusieurs étapes de préparation en industrie et auxquels on a ajouté des additifs en plus ou moins grande quantité pour modifier certaines des caractéristiques de l'aliment. Ils peuvent être de la malbouffe ou alors des produits considérés comme sains, des aliments enrichis en fibres, en minéraux, en vitamines, des produits allégés, des produits sans gluten, des produits bio ou même vegan. On peut même penser que les aliments ultra transformés sont plus de la chimie que de la cuisine. Mais pourtant, ils restent appréciés car ils ont été placés sous 3 arguments de vente majeurs. Le gain de temps, la praticité et la modernité. La classification Nova, qui est apparue en 2010 et qui a trouvé sa forme définitive en 2014, nous permet de définir quels sont les aliments ultra transformés. En effet, cette classification va de Nova 1 à Nova 4, et si un aliment est classé Nova 4, il est ultra transformé. En 2017 apparaît l'application SIGA, qui est aussi un classement des aliments ultra transformés à aliments non transformés. Si votre aliment est classé 7, il sera ultra transformé. Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées intentionnellement à la préparation des aliments. Ils peuvent être ajoutés à n'importe quelle étape de la préparation, dans un but technologique. Leur utilisation est réglementée par des réglementations européennes, qui définissent les additifs autorisés et le mode d'utilisation approprié pour ces derniers. Leur utilisation est soumise à une dose de masse, à leur rôle technologique et à la liste d'aliments pouvant en bénéficier. Les additifs sont ensuite classés par un chiffre dépendant de leur rôle. Vous les reconnaîtrez sur les emballages car ils sont précédés d'un E majuscule. Les additifs ont pour rôle principal de garantir la qualité sanitaire des aliments, d'améliorer l'aspect et le goût d'une denrée, de conférer une texture particulière, ou encore de garantir la stabilité du produit. Cependant, attention à ne pas faire d'amalgame. En Europe, plus de 300 additifs sont autorisés. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Ils sont d'ailleurs classés par catégorie allant de non dangereux au dangereux. A noter aussi que le mélange d'additifs peut créer ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est pour ça que les additifs ont une dose journalière admissible qui a été établie pour chacun d'entre eux.
En dessous de cette dose, leur impact est jugé nul, c'est pour ça qu'ils sont autorisés. Pour comprendre comment les aliments ultra transformés ont été introduits à notre alimentation, il faut comprendre comment nous avons introduit les additifs. Le premier additif, connu, le caroube, date de l'Antiquité, il est mentionné dans la Bible. Encore aujourd'hui, il est utilisé comme émulsifiant, épaississant, stabilisant sous le nom de E410. Au XVe siècle, on utilisait les algues de carragénane pour gélifier le lait en Irlande. Les additifs ont connu une vraie accélération au niveau de la découverte et de la commercialisation au début du XIXe siècle, avec la découverte de l'acide benzoïque en 1830 ou la commercialisation de la poudre à lever en 1850. Au début du XXe siècle, des réglementations françaises sont posées sur les additifs, en 1905. On peut notamment citer la découverte de l'aspartame en 1965. Dans les années 50, les additifs alimentaires sont en plein essor dans leur utilisation, d'où la prolifération d'aliments ultra transformés. En 2008, débute la réévaluation des additifs et de leur impact. Cela ajouté à de nouvelles règles imposées par l'Europe. Nous nous sommes donc demandé comment reconnaître ces aliments ultra transformés. Ils représentent près de la moitié des aliments proposés dans un supermarché et cela augmente considérablement la probabilité d'achat du consommateur. Ils sont très souvent accompagnés d'emballages très colorés, de personnages de l'univers des enfants, des emballages attrayants ou encore des messages commerciaux attirants. Et cela a pour but de séduire les enfants car ils représentent le futur consommateur adulte pour les industriels d'agroalimentaire. En effet, l'enfant se fidélise dès son plus jeune âge, crée ses habitudes alimentaires et surtout, il entraînera ses parents dans cette consommation de produits ultra transformés. Malheureusement, ce marketing a une influence négative sur la santé des plus petits, car en effet, 50% des dépenses des 8-12 ans seront consacrées à l'achat de confiseries au chocolat, de chewing-gum et de bonbons. Concernant les aliments à base de céréales et glucides complexes, leur degré de transformation qui est élevé va les rendre trop caloriques, avec un index glycémique élevé, riche en sucre simple, donc en glucides simples, et puis riche en acides gras saturés. Conclusion, ce seront des calories vides et non intéressantes pour le consommateur. Par exemple, le petit qui mangera ses céréales le matin aura tendance à avoir plus de fringales bien avant le repas de 12h30, ou alors le petit qui va les manger au goûter va plus développer de l'addiction et voudra en manger plus. Ce sont des caractéristiques nutritionnelles d'un produit ultra transformé. Les aliments ultra transformés sont très souvent vendus en promotion et en groupe pour en racheter davantage. Ils possèdent une longue liste d'ingrédients écrits en petit, car effectivement ce sont des ingrédients plutôt 100% industriels, mais également des ingrédients qui commencent par la lettre E, qui correspondent à des additifs, par exemple des édulcorants, des exhausteurs de goût ou encore des conservateurs. Et puis ce sont des ingrédients non reconnaissables et non achetables séparément. De plus, ce sont des produits qui sont éloignés de leur origine, c'est-à-dire des faux aliments. Prenons un produit type comme une barre de chocolat, il n'y a pas de culture, pas d'élevage et pas de producteur de barres de chocolat, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas une barre de chocolat dans un champ. Ils peuvent posséder des mentions de type sans conservateur, sans exhausteur de goût, sans autre chose, pour séduire le consommateur, qu'ils se disent que ok, il n'y a pas de conservateur, donc c'est un bon produit, mais ils ne vont pas aller vérifier quelles autres substances toxiques peut-être contiennent ce produit. Cela nous rappelle le marketing autour du Coca-Cola Zéro, qui promet une allégation zéro sucre, mais par contre ce zéro sucre est remplacé par de l'aspartame, qui est un additif. La composition des aliments ultra transformés au niveau des ingrédients est variable, car même si l'ultra transformation est caractérisée par la présence d'additifs, il y en a tellement que l'on ne peut pas dire que tel ou tel additif représente 100% de l'ultra transformation. Les aliments ultra transformés ont été dénaturés, et bien qu'ils soient souvent riches en calories, ils sont pauvres en micronutriments tels que les fibres, les vitamines et les minéraux. Les aliments ultra transformés ont tendance à être denses en énergie, riches en graisses saturées, en sucre ajouté et en sodium. Selon certaines recherches et analyses, les aliments ultra transformés classés Nova 4 ont une valeur nutritionnelle fortement inférieure à des aliments non transformés classés Nova 1. Faisons un petit arrêt pour définir le lien entre l'augmentation de l'indice glycémique et l'ultra transformation. L'indice glycémique indique sur une échelle de 1 à 100
le taux de sucre d'un aliment qui va passer dans le sang, attention, il ne dépend pas de la quantité de glucides présents dans l'aliment. Il dépend beaucoup des fibres présentes dans l'aliment, et comme vu plus tôt, ces dernières vont être réduites lors de l'ultra-transformation des aliments, ce qui explique pourquoi l'indice glycémique augmente avec l'ultra-transformation. Selon l'ANSES, les produits contenant le plus d'additifs sont les viennoiseries, les desserts surgelés, les produits de traiteur frais et les glaces et sorbets. Ils font partie des 4% d'aliments qui contiennent au moins 10 additifs. Les additifs que vous retrouverez le plus souvent sur les aliments ultra-transformés sont l'acide citrique, aussi nommé E333, utilisé notamment comme régulateur de l'acidité, il est mentionné sur 23% des produits ultra-transformés. Les amidons modifiés, utilisés notamment comme épaississants, qui eux concernent 22% des produits. Les lécithines, aussi nommées E322, elles sont utilisées comme émulsifiants, elles sont présentes dans 17% des produits. Mais alors, est-il vraiment dangereux de consommer des aliments ultra-transformés ? Quels sont les réels dangers sur la santé ? En effet, au moment de la commercialisation de ces produits, les aliments ultra-transformés ont été jugés responsables des épidémies de diabète, d'obésité, mais aussi des problèmes de maladies chroniques survenus au même moment. D'ailleurs, nous n'avons pas un recul assez grand pour savoir si les additifs ont un effet à long terme qui serait vraiment toxique. Mais certains additifs qui ont été jugés toxiques ne sont plus disponibles au supermarché. Mais alors, qu'en est-il des additifs autorisés ? Sont-ils vraiment dangereux ? Eh bien, c'est la grande question. En effet, il y a des additifs qui sont autorisés en vraiment petite quantité. Le problème, c'est que nous consommons tellement de produits ultra transformés que on va consommer une petite quantité par-ci, une petite quantité par-là, et au final, ça va créer un effet cocktail, plusieurs additifs qui peuvent être nocifs car les molécules vont s'associer entre elles et vont peut-être créer cet effet nocif que l'on ne connaît pas encore très bien. De plus, l'addiction va se former car la satiété n'est plus totalement ressentie. Au Brésil, concrètement, à partir des années 1990, le diabète de type 2 et d'obésité ont explosé chez des personnes de plus en plus jeunes, ce qui pose un réel problème de société. D'après un article récent liant la consommation d'aliments ultra-transformés et l'obésité, 4 des 5 études ont révélé qu'une augmentation des achats de ces aliments ou de la consommation de ces aliments était associée au surpoids et à l'obésité, mais d'autres études ont également montré une relation entre la consommation d'aliments ultra-transformés et la glycémie à jeûne plus élevée, le syndrome métabolique, l'augmentation du cholestérol total et du cholestérol LDL, mais aussi des risques d'hypertension. D'après un autre article mentionnant qu'une étude épidémiologique et des rapports de l'OMS du début du XXIe siècle ont montré que des chercheurs brésiliens ont observé que le lien entre alimentation et santé avait plus à voir avec le degré de transformation des aliments qu'avec leur composition nutritionnelle. C'est sûrement pour ça que ce sont les Brésiliens qui ont inventé l'outil Nova vu précédemment. En effet, les qualités organoleptiques sont intensifiées dans ce genre d'aliments et du coup, ça a 2 conséquences très rentables. La première, c'est que le plaisir l'emporte sur la satiété et ça donne envie de racheter. Mais également que si l'habitude est prise jeune, il y a une forte chance que l'enfant devienne client à vie de ces aliments en étant adulte. Et il sera plus difficile de revenir à des goûts plus subtils des vrais aliments, car ils paraîtront fades comme un aliment basique, une compote. Les compotes sont quasiment toutes avec des sucres ajoutés, et lorsque l'on revient à une compote sans sucre ajouté, on va se dire mais cette compote est fade. Les industries agroalimentaires font tout pour nous séduire. Les produits ultra transformés ont tellement bien fonctionné avec l'alimentation générale que les entreprises y ont vu une réelle occasion de se faire encore plus d'argent en augmentant leur panel de consommateurs et en l'étendant jusqu'aux sportifs. Ces entreprises ne font pas seulement que répondre aux besoins de la clientèle, mais ils en créent également. Ont vu le jour des milliers de produits avec des promesses d'augmentation des performances, de prise de masse, de perte de poids. Mais à qui ces produits s'adressent-ils réellement ? Leurs promesses sont-elles vraiment tenues ? À quel prix pour notre santé ? Mais avant de tout vous dire, nous vous proposons un petit jeu. Pour vous, lesquelles de ces boissons sont des boissons pour sportifs ?
Les boissons A et C sont des boissons dites énergisantes. Vous savez, ce sont ces boissons qui vous donnent des ailes. Ces boissons qui nous promettent un apport d'énergie incroyable et une augmentation des performances intellectuelles et physiques. Notons tout de même que la dénomination boisson dite énergisante est simplement un terme marketing non réglementé. Cela signifie que les entreprises peuvent composer leurs boissons comme ils le souhaitent et les appeler énergisantes. Mais que contiennent-elles de si incroyable ? Alors, elles contiennent principalement de la caféine, de la taurine, du glucuronolactone, du sucre ou des édulcorants si c'est une boisson sans sucre. Elles peuvent aussi contenir des vitamines, des extraits de plantes et bien sûr, elles contiennent une longue liste de colorants et d'additifs. La taurine est un dérivé d'acide aminé découverte dans la bile du taureau, naturellement produite par notre organisme et présente dans notre alimentation. Dans ces boissons, la taurine se trouve en quantité 5 fois plus importante que la quantité apportée par notre alimentation. L'innocuité de la taurine dans les boissons énergisantes fait encore débat. Le glucuronolactone est une substance chimique produite par le métabolisme du glucose qui permettrait de lutter contre la fatigue. Aujourd'hui, des études sont encore en cours pour prouver les risques sur la santé de la consommation de taurine et du glucuronolactone. Finalement, ce sont de simples sodas, améliorés par l'ajout de ces deux substances et de vitamines, le tout étant déjà apporté par notre alimentation et présente dans notre corps. On peut encore comparer ces boissons énergisantes à un gros café sucré rempli de colorants et d'additifs. Bien moins impressionnant que ce que leur marketing veut nous faire croire. En moyenne, dans une canette de 250 ml, on retrouve 75 mg de caféine. L'EFSA recommande une quantité maximale de 400 mg de caféine par jour pour un adulte en bonne santé et 200 mg pour les personnes à risque qui sont les femmes enceintes, les cardiaques et surtout les jeunes qui représentent aujourd'hui 16% des consommateurs français de boissons dites énergisantes. La caféine est bien connue pour ses effets excitants, mais en quantité aussi importante, elle peut constituer un réel danger pour la santé, avec des conséquences cardiovasculaires graves, des conséquences psychocomportementales ou neurologiques, et peut entraîner un développement ultérieur de conduite addictive chez l'enfant et l'adolescent. Alors, à qui s'adressent ces boissons énergisantes ? Avez-vous remarqué que les marques de ces boissons sont des sponsors de nombreuses équipes sportives, d'événements sportifs, de compétitions, comme les courses automobiles, les courses motocross, les compétitions de basketball ou de football. En plus de cela, leurs allégations nous donnent l'impression que ce sont des boissons destinées à être consommées lors de la pratique d'une activité sportive. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'elles sont le plus consommées. En effet, 41% des consommateurs français les consomment en lien avec une activité sportive. Or, l'ANSES 2013 déconseille fortement cette association pour plusieurs raisons. Premièrement, cela constitue un facteur de risque cardiaque chez les personnes prédisposées et qui ne sont pas forcément au courant de leur prédisposition. Ensuite, durant l'activité physique, il est nécessaire de préserver un équilibre hydroélectrolytique qui est perturbé par les effets diurétiques et par l'hyperosmolarité de ces boissons. Enfin, la caféine peut entraîner une augmentation de la température corporelle et par conséquent, le risque d'accident à la chaleur est augmenté. Nous nous sommes tout de même renseignés à savoir si les boissons énergisantes, malgré leurs effets néfastes sur la santé, avaient un impact positif sur la performance physique. Et voilà ce que nous avons trouvé. Une canette ne suffit pas à améliorer les performances physiques. Cependant, 2 ou 3 canettes le peuvent. C'est-à-dire qu'il vous faut ingérer une boisson dite énergisante comprenant au moins 3 mg par kilo corporel de caféine. Ce qui ne correspond absolument pas à une consommation raisonnable et recommandable. De plus,
l'apport de caféine lors d'un effort constitue un facteur de risque de déshydratation et de fuite minérale, ce qui s'oppose aux besoins de récupération et qui peut favoriser les blessures. Consommés avant un effort, leur apport élevé en glucides simples peut induire une hypoglycémie réactionnelle en début d'exercice, source de troubles de la vigilance ou d'une contre-performance. Le NaCl, facilitant le transport et l'absorption des glucides, est absent dans ces boissons. Donc, l'excès de glucides est peu digeste pendant l'effort et peut causer des troubles digestifs. Cette teneur glucidique élevée n'est donc pas sans risque pour le sportif, car elle compromet la bonne assimilation digestive, provoque un inconfort intestinal et retarde la réhydratation. À cela s'ajoute le fait que la minéralisation des boissons dites énergisantes n'est pas adaptée aux besoins de l'effort. Malgré que ces marques de boissons dites énergisantes soient des sponsors importants dans de nombreux sports, et malgré leurs allégations d'effets sur le corps, ce ne sont pas des boissons destinées aux sportifs, et elles sont souvent confondues avec les boissons énergétiques ou boissons diététiques glucidiques de l'effort. Cette confusion est de nature à leurrer le consommateur et de nature à le priver d'une information objective sur les risques pour sa santé de cette consommation qui peut aussi induire des addictions spécifiques. Alors, aviez-vous choisi les réponses A et C ? C'est une réponse normale puisque le marketing des boissons dites énergisantes entraîne une confusion. Les boissons énergétiques sont spécifiquement formulées pour répondre aux besoins nutritionnels dans le cadre d'une activité sportive intense. Leur but affiché est d'aider les sportifs qui la consomment à remplacer l'eau, les électrolytes et l'énergie perdue lors de la pratique sportive. La consommation de ces boissons est récente et très fréquente pour la population sportive, et notamment chez les jeunes. En effet, dans notre société actuelle, le dépassement de soi et la recherche de la performance sont très à la mode et les entreprises en profitent en les incitant à une consommation toujours plus importante. Elles sont principalement composées d'eau, de glucose, 15 à 87 g par litre, et d'électrolytes, à savoir le sodium, le potassium, le chlore, ainsi que des vitamines du groupe B, B1, B2 et B6. Elles sont soumises à une législation, contrairement aux boissons dites énergisantes. Des compléments alimentaires et leur teneur en glucides doit représenter au moins 60% de leur apport calorique. Il est essentiel de restaurer au mieux les pertes liquidiennes liées à la transpiration pour lutter contre la déshydratation, l'augmentation de la température ainsi que le stress cardiovasculaire. Par conséquent, les boissons énergétiques ont un intérêt lors de la pratique sportive intense et de longue durée car 1. Elles empêchent la déshydratation du fait de la forte composition en eau. 2. Elles compensent la perte d'énergie par l'apport de glucides, facilement assimilables pendant l'effort. Elles permettent de reculer l'épuisement des réserves énergétiques et donc d'éviter l'hypoglycémie ou coup de fatigue. Elles fournissent des électrolytes pour compenser les pertes sudorales et augmenter la vitesse d'assimilation pour accélérer la réhydratation. Elles fournissent, comme on a pu le voir, des vitamines du groupe B qui ont un rôle dans l'assimilation des glucides par l'organisme. Ceci est montré ici par le schéma de Perronnet. Ce rôle déterminant est illustré par le schéma de Perronnet, qui représente les différences de performance sur un marathon de coureurs recevant un apport glucidique comparé à ceux qui n'en reçoivent pas. Avant de vous jeter sur votre boisson énergétique préférée pour votre prochaine session de sport, on doit vous avouer quelque chose. La plupart des spécialistes ont démontré que les boissons énergétiques n'apportaient finalement rien de plus que de l'eau sur la performance sportive. Et oui, des expériences le prouvent. Donc, à moins que vous couriez un marathon, peut-être que la boisson énergétique n'est pas nécessaire. Notre étude a pour but de vous faire ouvrir les yeux sur les produits ultra transformés, leur effet sur la santé et comment le marketing nous pousse à toujours plus de consommation. Et nous n'avons trouvé aucun effet vraiment néfaste sur la santé dû à la consommation de boissons énergétiques, mis à part l'érosion dentaire. Sachant que le seul avantage de ces boissons est la plus grande consommation volontaire par rapport à l'eau grâce à la température, ce sont des boissons fraîches, à leur goût, leur apparence et donc une plus grande hydratation. Après, c'est à vous de choisir. Ici un tableau qui représente une synthèse des informations portant sur les boissons dites énergisantes et les boissons énergétiques pour représenter les similitudes mais aussi les différences et pour ne plus que vous confondiez les deux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si cela vous intéresse de le regarder plus en détail. Passons aux alternatives.
Il est possible de cuisiner maison en utilisant des techniques pour être plus efficace. Le batch cooking est une alternative pour gagner du temps et consommer des produits bruts. Batch signifie grouper, regrouper et cooking signifie cuisiner. Donc on peut traduire ça par cuisiner par l'eau. Cette méthode consiste à préparer en quelques heures seulement tous vos plats pour la semaine. Elle s'adresse à tous ceux qui voudraient avoir le temps de manger des aliments premiers, non transformés, et qui aiment cuisiner mais qui n'ont pas le temps en semaine. En plus, plus besoin de réfléchir et de se prendre la tête pour savoir ce que l'on va manger. On établit les menus pour la semaine en avance, pour le repas du midi, du soir ou les deux. On peut ainsi établir des menus équilibrés, variés et qui plaisent à tous. On peut même les faire participer en instaurant cette activité le dimanche après-midi. Ça peut permettre de passer un bon moment, convivial, et de leur apprendre les bases d'une bonne alimentation. Alors oui, cette méthode ne laisse pas beaucoup de place à l'improvisation et peut paraître une lourde tâche, mais il est toujours possible de s'adapter à vos moyens, vos talents de cuisinier et à vos capacités d'organisation pour ne pas brûler la maison. Pour vous donner un petit aperçu du déroulement d'une séance de batch cooking, Karine, une apprentie cuistot et diététicienne, a testé cette méthode. Demandons-lui son ressenti sur cette expérience. Bonjour à tous. Alors comme on vous propose le batch cooking comme alternative aux produits ultra transformés, j'ai décidé de tester pour vous et de vous donner mon avis. Alors tout d'abord, je suis partie chercher des recettes sur internet et je suis tombée sur un site pas mal qui s'appelle Cuisine Addict où il vous donne toutes les recettes pour une semaine de menu ou plein de conseils pour faire ses propres menus. Donc c'est vraiment un site pas mal si vous décidez de vous lancer vraiment dans le batch cooking toutes les semaines. Du coup, j'ai pris des recettes sur ce site, des recettes assez compliquées et c'est pour ça que mon expérience de batch cooking a été un peu longue et compliquée parce que j'ai pris des recettes très compliquées. J'ai cuisiné pour 4 personnes, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris 3h30 et encore, j'ai pas pu faire toutes les recettes que je voulais. Je vais vous mettre les photos de ce que j'ai préparé du coup à la suite. Donc je pense que le batch cooking peut être une alternative aux produits ultra transformés, mais avec ses limites. C'est-à-dire qu'il faut aimer manger réchauffé, il faut aimer ne plus avoir de spontanéité dans ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'on sait déjà tout ce qu'on va manger la semaine. Il faut aimer cuisiner, parce que ça prend beaucoup de temps de cuisiner autant. Après, on peut choisir son niveau de difficulté des recettes. Si on décide de manger des pâtes bolognaises toute la semaine, on peut se faire des pâtes bolognaises pour toute la semaine, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi personnellement, j'aime bien changer, j'aime bien varier mon alimentation et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé. Donc c'est ce que j'ai fait en faisant des recettes comme ça et ça a pris beaucoup de temps. Je suis pas sûre que je le referai parce que ça prend vraiment beaucoup de temps ou alors je m'organiserai mieux parce que je pense qu'il faut être très organisé aussi. Je m'organiserai mieux et je choisirai des recettes moins compliquées. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par le fait de cuisiner maison, nous allons alors vous expliquer les bénéfices que cela a. Nous avons réalisé une expérience qui permet de comparer un plat industriel et un plat équivalent maison. Nous nous sommes inspirés de la recette d'une pasta box Sodebo au jambon, champignons et à la crème que nous avons reproduit à l'identique. Nous allons voir ensemble les étapes de la recette. Comme nous venons de le voir, la recette est très facile à réaliser et ne prend que très peu de temps à faire. Voyons ensemble quelques aspects. Pour les pâtes maison,
nous voyons que, en faisant le calcul, nous arrivons à 1,39 €. Cependant, il faut noter que nous avons 300 g de pâte cuite, en plus de la garniture que nous avons ajoutée. Or, si nous prenons les pâtes industrielles, nous voyons que le grammage est de 280 g seulement pour toute la boîte. Pourtant, le prix est à 2,70 €. Nous pouvons voir que c'est 2 fois plus cher pour une quantité plus faible que les pâtes maison. Si nous prenons les qualités organoleptiques, que ce soit les goûts, les textures ou le visuel, nous voyons que pour les pâtes industrielles, la crème enrobe mieux les pâtes. C'est bon à la première bouchée, mais ça devient vite écœurant. Les pâtes sont trop cuites et la sauce est trop salée. Pour les pâtes maison, nous voyons que le plat est plus garni. On sent mieux la garniture, la distinction des goûts est plus facile, les oignons sont plus présents et le plat est moins gras au goût. Si nous prenons le temps de préparation, nous pouvons voir que les pâtes industrielles nécessitent une cuisson d'environ 2 minutes au micro-ondes, alors que les pâtes maison nécessitent environ 10 minutes maximum de préparation. Nous pouvons dire que, mis à part pour le temps de préparation qui est un peu plus long, les pâtes maison ont tout pour être meilleures que les pâtes industrielles, autant sur le plan de la santé que financier ou même gustatif. Pour cuisiner plus facilement maison, il existe des applications et des sites alimentaires qui peuvent vous aider. Prenons Yuka par exemple. C'est une application mobile qui décrypte les étiquettes de produits alimentaires et cosmétiques pour analyser leur impact sur la santé. Elle fonctionne en scannant puis en déchiffrant le produit pour nous. Il y a une note qui va de 0 à 100, 100 étant la meilleure note. Elle répertorie les additifs et perturbateurs endocriniens selon leur dangerosité. Elle répertorie aussi les qualités et les défauts du produit. Elle propose des alternatives plus saines de certains produits. Yuka se dit fonctionner sans influence des marques, sans publicité et avec un financement sain. C'est un projet 100% indépendant. En résumé, c'est un outil permettant de savoir rapidement, en ayant peu ou pas de connaissances en nutrition, si un produit alimentaire est sain ou non, quelles en sont les raisons, et même souvent, par quoi le remplacer. Mais il reste important de garder un esprit critique. Pour suivre, nous avons Open Food Fact, qui est une base de données de produits alimentaires. Elle existe sous forme de site internet et d'applications mobiles. C'est une association à but non lucratif composée de volontaires. Elle répertorie les ingrédients, les allergènes, la composition nutritionnelle et toutes les informations présentes sur les étiquettes des aliments. Elle répertorie aussi les additifs selon leur risque de surexposition. Elle ajoute le Nutri-Score et le degré de transformation Nova du produit. Elle propose énormément de produits similaires à celui recherché, ce qui peut faire découvrir de nouveaux produits. Open Food Fact est intéressant pour le grand public car il traduit la composition nutritionnelle du produit en permettant de savoir si les quantités pour 100 g sont faibles, modérées ou élevées. Un de ses buts reste d'apprendre à mieux choisir ses produits au supermarché, donc Open Food Fact rejoint Yuka sur ce point. La fabrique à menus est un outil informatique développé par Manger Bouger en accord avec les repères nutritionnels du PNNS. Elle permet de fabriquer des menus à partir de différentes caractéristiques. Le nombre de jours dans la semaine, le nombre de personnes, le déjeuner ou le dîner ou les deux, la possibilité d'ajout d'enfants, express ou sans porc, et les composantes, entrée plat dessert ou plat dessert. Elle va alors découler la liste de courses qui est modifiable et les recettes expliquées pas à pas pour chaque plat. Cet outil peut correspondre pour une population qui aimerait manger sainement en ayant des menus tout faits, en se rendant compte de l'équilibre alimentaire que l'on peut retrouver dans un menu différent du sien. Pour une population qui aimerait diversifier ses repas et découvrir de nouvelles saveurs, aliments et recettes qui restent vraiment accessibles et réalisables sans trop d'efforts.
Les limites que l'on pourrait rencontrer sont que les utilisateurs suivent absolument tout sans se poser de questions, sans chercher à comprendre l'intérêt de la construction des menus. Le but premier reste d'apprendre à mieux constituer ses repas. Il est donc plus intéressant de garder un esprit ouvert et d'essayer d'apprendre que de suivre la recette sans comprendre. HelloFresh est une entreprise innovante dans le domaine de l'alimentation saine. Elle vous propose de choisir parmi une sélection de menus différents chaque semaine, ce que vous souhaitez déguster. Vous choisissez également le nombre de personnes qui mangeront ces repas avec vous. Une fois commandés, contrairement à d'autres entreprises comme J'aime, les plats n'arrivent pas déjà préparés. C'est à vous de les cuisiner à la maison, grâce aux ingrédients et aux recettes fournies. Ainsi, vous cuisinez à partir d'aliments simples et non transformés. Vous n'avez plus besoin non plus de vous tracasser pour les courses ou pour l'élaboration des menus. Nous vous proposons d'écouter Leslie, une utilisatrice de HelloFresh, qui a bien voulu répondre à nos questions et nous donner son avis sur cette alternative. Bonjour, peux-tu te présenter rapidement ? Je m'appelle Leslie, je vais avoir 32 ans et je suis professionnelle dans la beauté du regard, donc voilà, plutôt sédentaire du coup. J'aime le sport, je pratique le sport en moyenne 3 à 4 fois par semaine quand je peux et que je bosse pas. Peux-tu nous parler un peu de ton alimentation ? Alors jusqu'ici, je faisais vachement ce qui était chrono drive, les courses en ligne. Parce qu'avec un gosse, franchement, aller en magasin et tout, c'est compliqué. Et puis, c'est quand même bien plus rapide. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert HelloFresh. Et là, c'est la révélation, quoi. Parce que, en fait, j'ai toujours des super bonnes idées de repas. On mange quand même on mange quand même bien de base. Alors, étant quand même des gourmands, mais on mange quand même bien. Beaucoup de légumes, etc. Mais moi, dès que l'automne est arrivé, il n'y a aucun légume, aucune idée de recette, rien qui me venait à l'esprit. Du coup, on commençait à manger un peu beaucoup mal. Puis, le fait de beaucoup bosser, d'avoir que 30 minutes pour manger, ça veut dire qu'on remange encore mal parce qu'on va aller faire des pâtes ou aller commander ou prendre au traiteur qui est à côté. Donc, du coup, j'ai découvert HelloFresh. Peux-tu nous expliquer le principe d'HelloFresh ? C'est des box de repas à cuisiner. Donc, tu as le choix entre 16 repas. Ça change toutes les semaines. Et tu en choisis en fonction du nombre de personnes dans le foyer et du nombre de jours. Et tu reçois une fois par semaine toutes les recettes que tu as choisies dans des sacs individuels et avec quasiment l'intégralité des aliments. Et même des condiments, etc. Les seules choses qu'il faut avoir dans son frigo, c'est de la moutarde, de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre et des carrés de bouillon. Tout le reste, c'est fourni. Donc, les épices, les oignons et autres. Donc, franchement, c'est génial. Parce que du coup, je découvre des tonnes de recettes, des nouvelles saveurs et c'est tellement pratique. J'ai même pu à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on va manger ? Donc, je choisis parmi les recettes, genre celles qui sont… Parce qu'en fait, sur les fiches repas, parce que tu as les fiches repas qui sont avec, tu as aussi le temps de préparation. Donc, en gros, les jours où je suis plus pressée, je vais regarder laquelle est la plus rapide. Et je vais prendre en fonction de laquelle est la plus rapide. Et par semaine, tu as des nouvelles recettes qui apparaissent selon les semaines. Et par semaine, tu as le choix entre 16 recettes. Et moi, j'en choisis 5 parce que c'est l'abonnement que j'ai pris. As-tu testé d'autres services comme HelloFresh ? Qu'en as-tu pensé ? J'en ai testé une autre et j'ai pas été convaincue parce que les quantités étaient complètement minimes. Moi, j'avais envie de découvrir des nouvelles saveurs et des recettes qui changent de l'ordinaire. Plus tu vas prendre par semaine de nombre de personnes et de repas, moins c'est cher. Et le prix ? Le prix à l'assiette, j'économise parce que ces moments où j'allais en course, c'est des moments où je me mettais à dépenser dans des choses dont on n'avait pas besoin en fait. Tu te retrouves en rayon ou même sur l'appli, tu vois une promo, tu te dis vas-y, je vais la prendre, je vais prendre ça. Du coup, tu en rajoutes encore et tu redépenses. De manger en fait des plats salés mais avec des saveurs qui changent et qui nous régalent, je dirais que même moi, j'ai moins envie d'aller me prendre un truc sucré après. Recommanderais-tu HelloFresh ? Non, mais carrément, je le recommande parce que c'est quand même… je regrette, tu vois, quand je travaillais sur Paris, que j'avais plus de 3 heures de transport par jour, je regrette de ne pas avoir connu ça, quoi.
Et à la rigueur même, je regrette de ne pas l'avoir connu quand j'étais enceinte. Si j'avais connu plus tôt, ça m'aurait peut-être évité de prendre du poids. Des inconvénients? Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de plastique. Mais c'est pas plus que d'aller en course au final. Enfin, pour les plus sportifs d'entre vous, la boisson que nous recommandons de boire pendant un effort est tout simplement de l'eau. Simple et courante, l'eau demeure la meilleure des boissons pour la santé. Accompagnée d'une alimentation équilibrée et variée, l'eau apporte les nutriments et minéraux essentiels pour l'organisme. Les minéraux perdus lors de l'effort, par la transpiration, peuvent être réabsorbés par une hydratation suffisante lors de celui-ci. L'eau reste donc la meilleure source d'hydratation. Elle ne contient pas de calories et a un coût beaucoup moins élevé, contrairement à ceux des boissons énergétiques proposées sur le marché. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour éviter les produits ultra transformés. Alors bien sûr, n'oubliez pas de vous faire plaisir, même si cela veut dire manger des aliments ultra transformés de temps en temps. Nous vous conseillons juste d'en consommer le moins possible pour le bien-être et votre santé. Utilisez les différents outils et astuces que nous avons donnés. Fiez-vous aux détails des étiquettes plutôt qu'aux emballages promotionnels. Si vous ne comprenez pas la liste des ingrédients, méfiez-vous. Privilégiez les préparations maison, les aliments simples et bruts. C'est à vous de jouer. Et pour les sportifs, dormez bien, mangez bien, buvez de l'eau, beaucoup d'eau, et vous allez battre tous vos records. Faites-nous confiance et faites-vous confiance. En attendant, nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel hors-série de On est tous des pigeons sur l'alimentation. Nous verrons après les aliments ultra transformés, les compléments alimentaires, les substituts de repas et les repas en poudre, jusqu'où iront les produits ultra transformés, comment cette alimentation se développe, deviendra-t-elle notre alimentation du futur? Nous espérons que cette vidéo aura pu vous apporter des réponses ou qu'elle vous en aura appris plus sur ce qui se trouve dans votre assiette. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous et reprenez le contrôle de vos vies.